Bonjour à tous. Tous les jours depuis dimanche, les lecteurs de journaux et ceux qui consultent Internet sont invités à explorer la boîte de Pandore et on leur recommande de se boucher le nez. Le Consortium international des journalistes d'investigation publie les Pandora Papers, c'est la suite des Panama Papers, mais il y a plus de documents qui ont été traités. On parle de 12 millions de documents passés au crible et plus de 300 dirigeants politiques sont donc dévoilés, identifiés comme détenteurs de comptes offshore dans des paradis fiscaux. Il y a dans la collection, on trouve un souverain, un monarque, le roi de Jordanie, et 35 présidents, chefs d'État ou de gouvernement, en Amérique latine, en Europe, en Afrique et aussi un peu en Asie. Tous sont soupçonnés d'avoir caché leurs économies, parce que le secret, c'est le molleton confortable du pouvoir. En réalité, dans la plupart des cas, ils n'ont apparemment pas franchi la ligne jaune, ni fraude fiscale, ni blanchiment, ni corruption. Mais ainsi va la presse, qui pratique volontiers quand même l'amalgame, qui confond la faute politique et la fraude criminelle, qui dit tous pourris et qui veut imposer la surveillance généralisée. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est que dans le même temps, en France, on célébrait la disparition d'un grand financier qui était Bernard Tapie. On l'a encensé, lui qui fut un acrobate de la finance la plus acrobatique. Et dans le même temps, les médias du monde entier annonçaient et mettaient en valeur, encensaient en quelque sorte Dubaï, l'un des paradis fiscaux les plus accommodants. Dubaï, qui se met en valeur avec l'ouverture de l'exposition universelle Dubaï 2020. On va parler de Dubaï avec Sébastien Boussois, qui publie Émirats Arabes Unis à la conquête du monde. Il est en duplex depuis Bruxelles. On le rejoindra tout à l'heure. Il nous dira qu'il ne faut pas se laisser abuser par une vitrine, la vitrine d'un émirat assez mirobolant et qui cache en fait un régime de plus en plus autoritaire. Mais auparavant, on va parler d'autres illusions d'optique, d'autres tartufferies, avec Antoine Glaser. Bonjour Antoine Glaser. Vous êtes le spécialiste universel de Macron l'Africain. Je suis le petit blanc des bords de Seine, oui. Journaliste des bords de Seine. Non, merci d'être venu sur le plateau de Télé Sud. Et d'abord, pardonnez mon étonnement, mais vous êtes ici, à Paris, sur le plateau. Vous n'êtes pas à Montpellier, cette merveilleuse ville du sud de la France qui accueillera à partir de ce vendredi le sommet Afrique-France. Je ne vois pas de valise. Vous zappez, vous snobez le sommet ? Non, mais bon, moi maintenant, j'ai vu tellement de sommets Afrique-France de chefs d'État que de voir un sommet de la société civile, je n'aurais pas l'impression, moi qui suis toujours à la recherche des hommes de pouvoir, je ne suis pas sûr de les trouver à Montpellier ce week-end. Oui, alors aucun chef d'État n'a été convié. En revanche, il y a une foule de jeunes entrepreneurs, d'artistes, de militants, de sportifs qui vont y participer. Ils sont venus de la diaspora ou ils sont venus parfois même d'Afrique, c'est incroyable. Bon, alors c'est vrai que les sommets par Zoom ou par Skype, c'est quand même un remède à l'amour, c'est pas très marrant. Mais vous vous déplacez, il faut au moins qu'il y ait une trentaine de chefs d'État ou de gouvernement, c'est ça ? Non, mais simplement, comme dirait l'autre, j'ai mes sources, j'aurai mes sources sur place. Alors quand il reste que le discours, on s'ennuie ferme, c'est vrai. Mais bon, c'est quand même ce sommet l'occasion de faire le point. D'abord le point sur Macron l'Africain, et puis le point aussi sur le rapport qu'il a commandé à un intellectuel camerounais, Achille Mbembe, qui a fait 13 recommandations pour refonder la relation France-Afrique. Alors, un vieux routier comme vous, est-il impressionné par ce catalogue de recommandations qui sont autant de vœux pieux ? Ce que je pense, qu'en fait, on est passé avec Emmanuel Macron de la France en Afrique. Il a une détestation déjà de ce qu'on appelle le précaré africain. Ça veut dire les anciennes colonies françaises, des chefs d'État des anciennes colonies françaises. Il ne rêve finalement que d'une Afrique. Il est très, très admiratif de l'Afrique anglophone, en particulier du Rwanda ou de l'Afrique du Sud. Mais surtout, je crois qu'on ne mesure pas à quel point Emmanuel Macron, sa stratégie, qui n'est pas secrète d'ailleurs, puisqu'il le dit lui-même, c'est de passer de la France en Afrique traditionnelle, disons, maintenant à une sorte de l'Afrique en France. En fait, ce qui l'intéresse maintenant,
ce sont les diasporas, c'est l'Afrique en France. Et il pense faire l'écho des savanes inversé. Il se dit, finalement, il y a beaucoup de sentiments anti-français, je veux dire, sur le continent, du fait de toute cette période coloniale et post-coloniale. C'est vrai que c'était un système intégré, politique, avec des dirigeants qui avaient été cooptés par la France, militaire avec la France qui garantissait la sécurité de ses chefs d'État, qui étaient ses amis. Et cette période vraiment, qui était une période historique, qui était une période exceptionnelle de la guerre froide, de 1960, des indépendances jusqu'à la chute du mur de Berlin, où la France se croyait chez elle en Afrique. La France, c'est vrai, était l'alpha et l'oméga de tout ce qui s'y passait. Et lui est arrivé en disant, moi, maintenant, je vais renverser la table. Sauf que je vais tirer l'ardoise magique, comme les enfants, sur toute cette période. Je ne veux plus entendre parler et on va aller au-devant de la nouvelle Afrique. Sauf qu'il n'y a pas de nouvelle Afrique. Et donc, il se dit, il n'y a pas de nouvelle Afrique, mais je vais passer par les Français d'origine africaine pour donner une nouvelle image. Une image, il y a eu une saison Afrique 2020, culturelle, une nouvelle image, pour un peu se dire, voilà, peut-être que ces Français d'origine africaine, on va leur demander à eux qu'est-ce qu'ils pensent de ces relations-là entre la France et l'Afrique. Alors, en effet, moi, quand on lit le rapport, parce que ce sommet n'a pas encore eu lieu, donc on ne va pas en faire une critique de principe a priori, mais on peut en revanche regarder ce rapport qui avait été commandé et qui a été remis, et qui préconise la création d'une douzaine, il y en a 13 au total, d'instituts, de plateformes, d'organismes, de commissions, un fonds d'innovation pour la démocratie, une maison des arts, un forum sur les migrations, une plateforme de débat, une commission sur la transparence économique et un programme Start-up Africa France, en créant un campus nomade qui serait un Erasmus africain. Tout ça donne l'impression de dégouliner de technocratie et d'être financé avec des queues de cerises et d'être quand même un programme d'esbrouf, non? Non, il y a deux choses. Il y a effectivement, à partir du moment où tous ces projets finalement sont backés, le back-office, comme on dit en bon français, de tous ces projets, c'est quand même l'Agence française de développement. Qui est une agence qui est... Et qui doit changer de nom, parce qu'elle a des relents coloniales. Oui, même si elle change de nom, mais c'est quand même une banque. Et donc, c'est la banque qui va contrôler. Donc, il ne faut pas non plus se leurrer. Ceci dit, moi, j'ai toujours trouvé que ce n'était pas normal qu'à Paris, qui quand même, compte tenu des relations entre la France et l'Afrique, qu'il n'y ait pas une sorte de... Il y a bien un institut du monde arabe. J'ai toujours trouvé que c'était dommage qu'il n'y ait pas... Alors là, ils veulent créer une maison africaine et des diasporas. Ce qui me chagrine un peu, c'est que c'est une maison africaine des diasporas. L'Institut du monde arabe, c'est quand même financé en partie par peu, mais un peu quand même. Normalement, il est entièrement financé par les pays arabes, en réalité. Ça ne se passe pas comme ça. Mais c'est un peu comme l'histoire de la restitution des œuvres d'art. On voit bien qu'on n'a pas vu qu'à la suite de ce projet d'Emmanuel Macron et ce projet de loi qui a été voté en France, on n'a pas vu qu'il y ait des centaines de projets de musées en Afrique pour récupérer ces œuvres d'art en dehors d'Abomey. Donc ce que je veux dire, c'est que moi, le fait qu'il y ait des lieux en France pour parler plus de l'Afrique, de l'importance de l'Afrique et surtout de la richesse de l'Afrique, de la richesse culturelle et autres, l'oralité en Afrique. Moi, je suis frustré qu'on ne parle pas plus de l'Afrique en France. Donc, sur ce plan-là, moi, je ne suis pas trop critique. Je suis par contre critique du fait que ce soit l'État français qui va organiser les sociétés civiles africaines, ou c'est l'État français qui va organiser, etc., les diasporas. Mais sur le fond, je trouve que la politique française, qui a été quand même très assimilationniste, qu'on parle plus de l'Afrique en France, avec ses différentes forces, ça me dérange moins. Une maison de l'Afrique à Paris, pourquoi pas, mais il n'y a pas de centre de conférence internationale, par exemple, à Paris. Bon, si, enfin, mais il y a quand même chaque pays. Moi, ce que je regrette, c'est que ce ne soit pas les États africains qui se soient emparés de créer à Paris. On va aller au cœur des choses. Vous connaissez bien l'Agence française de développement. Quand vous voyez que le rapport recommande qu'il y ait, qu'on change le nom, pourquoi pas, qu'il y ait à l'intérieur des représentants des organisations internationales, des représentants africains, des délégués de la société civile, vous dites que ça va mieux marcher réellement sur le terrain. Ça, c'est tout à fait autre chose. Là, on est dans la politique d'Emmanuel Macron, qui est, par exemple, vous verrez qu'il crée un sommet avec les sociétés civiles africaines, mais je vous parie que quand il sera le président de l'Europe, la France va présider l'Europe
de janvier, non, pendant 6 mois, vous verrez qu'il y aura un sommet Europe-Afrique avec les chefs d'État. D'accord. Donc vous voyez que c'est un... Je ne dis pas que c'est un subterfuge, mais quelque réclame part... en préalable une reconnaissance de la colonisation comme crime contre l'humanité. Oui, mais ça, il a dit ça, et puis à la fois, il nous dit qu'il n'y a pas eu de nation algérienne et qu'il est tellement obsédé par la colonisation, par les Turcs et l'Empire ottoman, que maintenant, il y a des problèmes avec l'Algérie, entre la France et je parle d'Emmanuel Macron. Oui. Mais l'intellectuel qui réclame ça au président français, il peut être entendu? Non, mais tout ça, pour moi, c'est de l'influence. C'est la diplomatie d'influence. Franchement, le problème, c'est que c'est l'Afrique. Moi, je suis pour l'Afrique aux Africains, donc c'est pas moi qui vais dire... L'Afrique aux Africains. Justement, avant ce rapport, il y a eu plus de 60 dialogues dans 12 pays africains au printemps. J'ai lu le dossier de presse. 60 dialogues, donc, au printemps, sur des thèmes comme la santé, le climat, le colonialisme, l'égalité, la démocratie, avec, au bout du compte, donc un panel de 12 jeunes qui vont pouvoir s'adresser à Montpellier au président pour l'interroger. Le président qui sera le seul à faire le déplacement parce qu'il est chez lui quand même. Bon, c'est ce côté-là qui me déplaît. C'est que encore une fois, ça veut dire, je dirais pas du gadget, mais c'est quand même une forme d'arrogance de dire, comme si c'était encore une fois de plus la France qui va régler tous ces problèmes de l'Afrique. Moi, j'aurais préféré, je vais vous dire, moi ce qui me gêne, Achille Mbembe, qui est le grand organisateur, moi ce qui me plaisait chez lui, c'est quand il était dans les ateliers de la pensée à Dakar et qu'il avait dit, moi je suis... Maintenant, il faut une réflexion endogène. Il disait à l'époque, oublions la France. Oui, il a fait du chemin. Alors, c'est la première fois qu'il n'y aura pas de chef d'État ou de gouvernement africain dans un sommet Afrique-France. Ça veut dire que c'est fini, en fait, que c'est la dernière fois. Ça veut dire qu'Emmanuel Macron, qui veut absolument, comme il n'y a plus d'ailleurs, Angela Merkel n'est plus là, je pense qu'il va faire un triomphe au sommet, au moment du premier semestre 2022, en faisant un sommet européen où il y aura des chefs d'État qui seront invités. L'Europe, c'est quand tout devient sombre et obscur, il y a un phare au loin, on l'appelle ça l'Europe, et ça rassure. Le bilan du quinquennat, puisqu'on arrive à son terme, il y a eu les restitutions, il y a eu la fin du franc CFA, il y a eu une valse incroyable avec l'Algérie, au début crime contre l'humanité, à la fin un pays qui n'existait pas avant la colonisation. Non, je pense que... Votre bilan à vous. Le bilan n'est pas positif. Je veux dire, on voit bien que Emmanuel Macron est en train de se perdre. Je pense qu'il a voulu vraiment faire fi de toute cette période post-coloniale. La France-Afrique, c'est comme un gros bateau. Ça ne s'arrête pas du jour au lendemain. On ne peut pas comme ça se dire qu'on aime que l'Afrique anglophone et que détester le précaré français, même si, malgré tous les problèmes, malgré tout ce qui s'est passé, je veux dire, encore une fois, les réalités du terrain sont là. Ça veut dire les entreprises françaises sont à la peine dans l'ensemble du continent africain. Et ça, c'est quand même dû au fait de manque de réalité, manque de réel politique. D'accord. On va parler du Sahel, du Mali et donc un petit peu de l'Algérie après. Mais on va d'abord aller retrouver Sébastien Boussois à Bruxelles qui nous écoute. Il vit là-bas, il y travaille, il y écrit. Il est docteur en sciences politiques. Et il a publié une dizaine d'ouvrages depuis 10 ans, essentiellement sur le monde arabe, le Golfe, le terrorisme, la Méditerranée, la paix au Proche-Orient, les nouvelles menaces. Et puis ce brûlot, je ne sors pas le bon livre, ce brûlot qu'il édite ces jours-ci, qui s'appelle donc « Les Émirats Arabes Unis à la conquête du monde ». Et vous racontez, Sébastien Boussois, un pays qui a deux visages, un Janus, à la fois une vitrine très moderne, celle d'un hub régional, puis il y a Dubaï qui est cette espèce de ville-État où tout le monde se précipite. Et puis à côté de ça, à côté de cet îlot libéral au milieu des monarchies conservatrices, il y a un régime implacable derrière la vitrine. Oui, j'ai voulu effectivement essayer de montrer qu'il y avait un véritable grand écart que maniaient habilement les Émirats depuis de nombreuses années, entre d'un côté, comme vous l'avez dit, l'image acceptable, normalisable et qui plaît aux Occidentaux, c'est-à-dire une ville touristique qui attire de plus en plus de monde dans un contexte où le monde arabe n'est plus vraiment rassurant, dans un contexte où plus grand monde ne va en Tunisie ou en Égypte par exemple. Et donc du coup, les Émirats ont proposé, clé en main, une nouvelle destination touristique qu'ils ont savamment et intelligent
intelligemment orchestrée et construite, qui est effectivement Dubaï. Donc de plus en plus de personnes se rendent aujourd'hui dans cette ville-État, comme vous l'avez dit très justement. Avant, les gens ne faisaient qu'y transiter, et dans la concurrence avec le Qatar et dans la concurrence avec les compagnies aériennes qui desservaient de plus en plus depuis le Golfe les destinations d'Asie du Sud-Est en captant les clients européens, les Émirats ont eu l'idée de faire de Dubaï une destination finale. Et donc, Oui. du coup, ils ont fait émerger du désert cette ville aujourd'hui extrêmement attractive où vous pouvez vous baigner le matin, faire du ski l'après-midi, où vous avez la reconstitution du Nouvelle Venise, et c'est la ville de tous les records, avec notamment la plus grande tour du monde. Mais il ne faut quand même pas oublier que Dubaï, c'est aussi le paradis du blanchiment d'argent dans la région, à la fois dans la construction, à la fois dans les personnes qui y résident et qui y sont accueillies aujourd'hui. Je pense à un certain nombre de dirigeants déchus, que ce soit Pervez Musharraf, l'ancien président pakistanais, et que ce soit aussi le dernier président afghan, Ashraf Ghani, qui a quitté fin août Kaboul pour se réfugier à Abu Dhabi avec probablement un grand nombre de valises de billets, comme l'ont fait toutes les élites corrompues afghanes à l'époque. Donc il y a derrière ça, derrière cette image, de l'autre côté, un pays qui est de plus en plus autoritaire depuis un certain nombre d'années, incarné par un prince héritier, Mohamed Ben Zayed, qui a peur de l'islam politique, comme il le dit, qui a peur de ses concurrents dans la région également, et qui est en train de mettre en place un nouveau Moyen-Orient à son image, c'est-à-dire stable, autoritaire, relativement tyrannique, et en mettant en place pion par pion des dirigeants qui finalement font partie aujourd'hui de sa cour, que ce soit notamment à l'époque dans son soutien à Haftar en Libye, mais que ça soit aussi dans la mise en place claire et nette du maréchal Sissi en Égypte après le renversement de Morsi. Ça, c'est quelques exemples parmi tant d'autres. Oui. Alors vous racontez ça très très bien, vous racontez à la fois le côté effectivement mirobolant quoi, de la vitrine, vous parlez de la plus haute tour du monde, vous alignez comme ça tous les records que bat Dubaï, et puis vous montrez que quand même, bon, c'est le champion, c'est un îlot de stabilité, c'est le champion de la guerre secrète contre les frères musulmans, et puis c'est l'allié de la France par exemple au Moyen-Orient où elle a une base et elle vend de l'armement, beaucoup d'armement. C'est un bon client. Hein. C'est plus qu'un bon client. Les Émirats arabes unis sont le 5e importateur d'armement militaire au monde. Ils ont créé un petit salon il y a 20 ans qui s'appelait IDEX, un petit salon régional d'armement militaire. Aujourd'hui, c'est devenu le plus grand salon d'armement militaire au monde. Les relations avec la France sont au beau fixe sur ce dossier. Et les Émirats achètent aussi beaucoup d'armes pour ensuite les redispatcher dans des terrains ou sur des États ou des régions vers lesquels les Émirats ont un intérêt, c'est-à-dire au Yémen, c'est-à-dire Ouais. Alors, bon, on pourrait parler du Yémen, mais c'est un autre sujet, mais je reviens sur l'exposition Dubaï 2020. Alors c'est drôle parce que bon, elle a un an de retard finalement cette exposition. On est en 2021, donc le mensonge est sur l'affiche et dans le nom, mais en même temps c'est un véritable mensonge en réalité ce Dubaï 2020, de même que 2019 était l'année de la tolérance, hein, alors que le régime est de plus en plus à une pointe de plus en plus dure. Hein. très juste. Effectivement, les Émirats alignent les records et les titres pompeux et un peu ronflants. Effectivement, l'année de la tolérance était un exemple extraordinaire, alors que depuis des années, les Émiratis agissent sur des terrains de guerre, que ce soit en Libye, où ils ont envoyé des mercenaires et des forces de sécurité privées, où un certain nombre de dirigeants émiratis sont sur le gris, notamment en termes de probable complicité de crimes de guerre, notamment en Libye et assurément et clairement au Yémen, où aujourd'hui il y a eu plus de 350 000 morts avec le soutien et le leadership de l'Arabie saoudite dans la guerre qui est menée contre la rébellion Houthi. Pardon. Et puis, il y a un petit exemple tout à fait sympathique. Intéressant. C'est un lapsus intéressant. Houthi et Hutu, ils n'ont pas tout à fait le même destin, mais c'est un lapsus qui va droit au cœur d'Antoine Glaser. Dites-moi, Sébastien Boussois, quand même. Vous me dites que Ashraf Ghani, l'ancien président afghan, s'est réfugié à Dubaï avec ses malles remplies de billets. Hein. Paraît-il, a pillé le trésor avant de s'enfuir. Et il y est comme Nawaz Sharif, l'ancien Premier ministre pakistanais, comme Mohamed Darlan, le petit Arafat. Hein. Et ce qu'ils ont en commun, ces trois hommes, c'est d'être à la fois très corrompus et de lutter contre l'islamisme.
Oui, absolument. Il y a effectivement aujourd'hui un contexte qui est très favorable aux Émiratis et à leurs hôtes depuis quelques années. C'est de surfer sur cette vague de la lutte contre le terrorisme qui, depuis 2001, est extrêmement rentable et qui, sous couvert de lutter contre le terrorisme, lutte contre deux créneaux. Un, contre les transitions démocratiques issues des printemps arabes. Les Émirats ont largement orchestré la contre-révolution depuis des années en remettant en place effectivement des hommes autoritaires. Aujourd'hui, il n'y a plus un seul processus révolutionnaire malheureusement dans la région. Quand on voit la situation en Tunisie, où les Émiratis ont aussi influé d'un point de vue politique, leur objectif était effectivement clairement de lutter contre ce qui est une obsession pour Mohamed Ben Zayed, ce qu'il appelle l'islam politique, ce qui est probablement tout à fait compréhensible. Le problème, c'est que après les printemps arabes, il n'y avait aucune autre force d'alternance qui soit constituée et qui soit effectivement structurée, et que du coup, à l'époque, c'était plutôt les barbus, en général les frères musulmans, qui avaient ce créneau-là. Mais sous couvert de lutter contre cette part de l'islam politique, il donne un va-tout absolu à la politique saoudienne, qui depuis des années véhicule un autre islam politique extrêmement dangereux. C'est le wahhabisme et c'est le salafisme, dont se revendiquent depuis des années ceux qui nous posent les problèmes majoritaires dans la région, mais également dans le monde, c'est-à-dire Daesh et Al-Qaïda. Donc dans la balance, on peut faire des comparaisons sur quels sont les plus, je dirais, néfastes, à la fois pour la région, mais également pour le monde. Merci Sébastien Boussois. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Émirats arabes unis à la conquête du monde, et c'est publié aux éditions Max Milo. Merci à vous. On revient. Vous êtes déjà allé à Dubaï, Antoine? Non. Jamais? Non. Jamais. Mais ce n'est pas vraiment une destination où on trouve beaucoup d'Africains. Ils viennent plutôt à Paris pour faire la fête. Non, ils viennent plus à Paris, ils vont beaucoup à Dubaï, ils vont à Singapour, non. Pas tellement. Ils viennent plus à Paris. Je me trompe peut-être. Alors, on revient à parce que, on parlait de la lutte contre l'islamisme, ça nous amène directement au Sahel. Alors, il y a eu toute une actualité ces derniers jours, notamment le fait que le président a eu des mots durs contre le Premier ministre malien qui avait osé prétendre à la tribune des Nations Unies que la France abandonnait en plein vol le Mali, avec le repli d'une partie de l'opération Barkhane. Et le président a eu des mots qui fâchent, il a qualifié de honte cette déclaration. Et du coup, c'est comme s'il remettait une pièce dans la machine. L'ambassadeur a été convoqué, l'ambassadeur à Bamako a été convoqué par les autorités maliennes, et la France, de son côté, a insisté à continuer à critiquer en disant qu'il fallait que l'État revienne pour exercer la justice, pour l'éducation, pour qu'il retourne sur le terrain. La difficulté, c'est qu'on est tant qu'on restera dans un rapport comme ça, franco-malien, au niveau bilatéral, et continuera à dire, écoutez, nous on est là, mais c'est uniquement pour lutter contre les chefs djihadistes, le reste c'est votre problème, c'est à vous de gérer votre pays, c'est vous qui, la France, l'armée française ne peut pas se substituer à l'État malien, etc. Tout ça est très juste. Mais le ton avec lequel c'est dit et la façon, en plus, il y a un agacement du président français qui voit très nettement que, encore une fois, l'Afrique est mondialisée. Même si, alors, on fait une obsession sur les mercenaires du groupe privé russe Wagner, mais ça va. Alors, l'obsession, c'est que... Il y a une obsession, mais la réalité, c'est que, la France est seule dans cette région. 2, il y a un truc dont personne ne parle jamais. J'avais vu, quand on dit, par exemple, la France va se retirer du Sahel. Mais la réalité, je dis aux gens qui nous regardent d'aller sur une carte du Conseil des voyageurs du Quai d'Orsay. Et ils verront quoi? Ils verront que l'ensemble du Sahel est en zone rouge. De la Mauritanie au Tchad, il n'y a plus de Français dans toute la région sahélienne. Et on fait croire encore qu'on est présent. Mais c'est fini. Alors les anciens comme moi qui ont connu la coopération décentralisée, qui ont connu 700 ONG encore il y a quelques années au Burkina Faso, en fait la réalité c'est que les djihadistes ont déjà gagné, ils ont fait fuir l'ensemble des Occidentaux de la région et en particulier des Français. Donc on est dans une nouvelle période. Et il y a ça, plus bien évidemment une Afrique qui se mondialise. Je veux dire, même nos propres partenaires européens. Vous croyez que les Allemands, les Espagnols, les Italiens, ils ne sont pas en train de vendre des armes, essayer de vendre des armes au Mali, dans tous les pays sahéliens? Et nous, on fait toujours comme si on portait
la sécurité et la politique de l'ensemble de cette région, tout en disant le contraire. Et là, vous vous rendez compte sans que vouloir me faire l'avocat du diable. hier, vous avez on voit qu'on est en train vraiment de se tirer des balles dans le pied. Vous avez le ministre algérien des Affaires étrangères, il était à Bamako, il était venu soutenir le président Assimi Goïta et aussi le Premier ministre Choguel Maïga, et en leur disant, nous, il y en a marre maintenant de voir que, on en a marre que comment il a dit, cet oubli de ce colonialisme, etc. On fait l'impasse mémorielle sur ce qui nous est arrivé. Et nous, on est des frères contre le colonialisme français et autres. Ça veut dire qu'on est en train de fédérer. Il y a eu des propos extrêmement violents, extrêmement graves vis-à-vis de la France, en disant on se soutient, c'est, comme il dit, c'est l'oubli mémoriel. D'accord. C'est le même gouvernement algérien qui interdit aux avions français, aux avions militaires français, notamment au transport de troupes, de survoler l'Algérie, qui les oblige désormais à faire un détour, alors qu'on est justement dans une période de repli de Barkhane, ce qui pose un problème pas insurmontable, mais ça a un coût. Ça Surtout prend du qu'ils temps et ça coûte de fournissaient aussi l'argent. du carburant. Oui. Est-ce que vous êtes en train de me dire que l'armée algérienne, dans la lutte contre le terrorisme, est un élément du problème plus qu'un élément de la solution? Non, ce que je dis simplement, c'est que la France ne peut pas dire à la fois on ne veut plus être en première ligne, on veut pas, et puis c'est OK, il y a peut-être qu'on laisse Vous les pensez Russes. que ce sera plus facile pour les Maliens avec les mercenaires du groupe Wagner? Ça sera le problème des Maliens. Je veux dire, il faut arrêter. Non, mais vous pensez que les Algériens et que les Maliens, en allant chercher à Moscou je pense un que coup de tout le main... monde joue double jeu. Hein. Tout le monde dans la région joue double jeu. Donc, je veux dire, au bout d'un moment, ce n'est pas la France qui peut dire qu'elle va fédérer, comme dans le temps, l'ensemble de ces pays, alors qu'encore une fois, elle n'a plus d'informations. Est-ce que vous pensez que du temps de la guerre froide, comme on disait, vous pensez que ça aurait été possible qu'il y ait 2 coups d'État au Mali sans que la France soit au courant, dans le dos de la France? Vous pensez que les militaires n'étaient pas du tout au courant? Mais, ils étaient, en tout cas, s'ils étaient au courant, ils n'ont pas eu beaucoup de marge de manœuvre. Hein. C'est formidable, c'est vraiment l'inventaire d'une débâcle que l'on peut faire avec Antoine Glaser. Et si on veut aller un petit peu plus loin pour comprendre la pensée du président Macron, eh bien il faut lire ce livre, Le Piège, qui est sorti au début du printemps et qui est publié chez Fayard, livre qui a été écrit par Pascal Hérault et Antoine Glaser, ou Antoine Glaser et Pascal Hérault, le junior, du moins, le junior et le cadet. On dira ça comme ça. Merci Antoine. Merci, merci à vous tous. Rendez-vous la semaine prochaine, même lieu, même heure.